Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans Fait marquant, votre émission qui donne la parole aux acteurs, aux témoins d'événements remarquables. De nos jours, les villes maliennes font face à plusieurs problèmes, dont celui du développement et de l'urbanisation. Les bidonvilles, les caniveaux toujours bouchés, les fréquentes inondations, les constructions anarchiques, les routes en nid de poule, les embouteillages. Bref, nos villes coulent sous le fléau de l'urbanisation anarchique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cas particulier de la ville de Bamako, la capitale du Mali. Pour en parler, nous recevons Mademoiselle Zena Boudjara, elle est urbaniste, une jeune dame passionnée des questions d'urbanisation. Mademoiselle Diara, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Ok, très bien, un plaisir partagé. Et déjà, mademoiselle, vous avez choisi de faire l'urbanisme. Pourquoi pas la médecine, par exemple? Pourquoi ces choix de faire une étude en urbanisme? D'accord, merci beaucoup pour la question. Et d'abord, mon penchant pour l'urbanisme, ça vient du fait que je vais contribuer à l'aménagement des villes, améliorer les cadres de vie de la population, tel est mon souhait. Et au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce domaine. Donc je me dis pourquoi ne pas se lancer dans ce domaine pour motiver non seulement la jeune féminine à embrasser ce domaine, mais aussi prouver que la femme est capable. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que déjà vous avez obtenu cet objectif? Déjà, est-ce que vous avez des filles qui sont déjà inspirées par ce que vous faites? Oui, j'ai des filles qui sont déjà inspirées par ce que je fais et il y en a qui m'ont déjà contactée. Comment faire pour rejoindre l'école où j'ai fait ma formation d'urbaniste. Donc, je leur ai déjà expliqué. Je pense que dans les jours à venir, il y aura quand même beaucoup de femmes urbanistes. Nous le souhaitons amplement. Déjà, le choix de l'urbanisme, je veux savoir quel est ce domaine-là, quelle est la particularité en fait de l'urbanisme? La particularité de l'urbanisme est que l'urbaniste est comme le médecin de la ville. Donc l'urbanisme devient la science qui soigne tous les maux de la ville. Donc quand il y a des soucis urbains, ça se fait sentir dans tous les autres domaines. Je pense que c'est une particularité de ce domaine. J'ai l'habitude de voir des gens faire la confusion entre l'urbanisme et l'architecture. Aujourd'hui, c'est l'occasion de vous poser la question, quelle est la différence entre ces deux domaines? D'abord, il faut dire que les deux domaines sont complémentaires. L'urbanisme, c'est à l'échelle de la ville, tandis que l'architecture, ça concerne le bâtiment. Mais l'architecte ne peut pas construire avant que l'urbaniste planifie et lotisse. Donc, ça veut dire qu'après l'urbaniste, c'est l'architecte qui vient, mais nous travaillons ensemble parce que l'architecte, dans sa construction, doit tenir compte de ce que l'urbaniste a fait, voilà, donc, pour pouvoir orienter son bâtiment. Mais tous les deux quand même travaillent sur l'aspect esthétique de la ville. Si dans ce cas on peut dire que l'urbaniste c'est l'architecte de la ville, je sais pas. Bien sûr, Voilà. bien sûr, l'urbaniste est l'architecte de la ville. Ok. Déjà, intéressons-nous maintenant au cas particulier de Bamako. Vous, si vous regardez Bamako avec le regard d'une urbaniste, comment est-ce que vous vous sentez déjà en regardant la ville de Bamako d'aujourd'hui? En regardant la ville de Bamako d'un œil urbanistique, je dirais que c'est un gros village et non une ville. Un gros village? Oui. Comment? Tout ce qu'il faut, franchement, surtout pour une capitale, je pense qu'on a encore du chemin à faire pour le cas de Bamako. Parce que déjà, il faut commencer par son document de planification qui est caduc. La ville de Bamako a bénéficié d'un schéma directeur d'urbanisme qui est le document de planification de premier degré d'une ville. Donc, la ville a bénéficié de ce document en 1981. 9 ans après, c'est-à-dire en 1990, ce document fut révisé et également révisé une deuxième fois en 1995. La dernière et troisième révision date de 2006. Alors que le périmètre qui avait été délimité est déjà largement dépassé. Donc, ça veut dire que ce document ne peut plus répondre aux réalités urbaines actuelles de la ville de Bamako. Donc, il y a déjà un besoin urgent de doter la ville de Bamako d'un schéma directeur d'urbanisme à jour. Donc au-delà de cela aussi, il faut parler des occupations anarchiques et également de l'insalubrité, également de la congestion, tout ce qui est dû effectivement au fait que la population qui avait été prévue à l'échéance du SDO et également du schéma directeur d'urbanisme et également la superficie additionnelle qui avait été prévue
ont tous été largement dépassés. Donc, ça fait que la ville ne répond plus aux attentes de la population. Nous constatons que les gens, tout le monde veut venir à Bamako, Mais c'est normal parce que la décentralisation n'est pas effective. Il y a certains services, ce n'est qu'à Bamako qu'on peut avoir accès à ces services-là. Donc, ça fait que tout le monde veut venir à Bamako. Pourtant, tout le monde ne peut pas se mettre dans des conditions urbanistiques qui vont avec. Donc, ça fait que les gens viennent s'installer un peu partout de manière anarchique. Ça entraîne la prolifération des quartiers précaires qui fait suite à des maladies également, à des insécurités, à des sous-équipements. Au-delà de ça aussi, il faut noter le problème d'inondation. Okay. Très bien, on va certainement en revenir. Mais déjà, vous parlez de démographie en fait. Oui. À ce niveau, certains disent que la démographie aussi est à la base de l'urbanisation anarchique de certaines de nos villes, notamment Bamako. Est-ce que cela est une excuse? L'aspect démographique qui va galopante, est-ce que c'est une excuse pour dire que l'urbanisation est anarchique? Bon, l'aspect démographique n'est pas forcément une excuse, mais c'est une cause. Oui. C'est une cause des problèmes urbains. Parce que lorsque la population additionnelle dépasse ce qui avait été prévu, donc il faut tout de suite mettre des mécanismes en place pour répondre à cette population, pour répondre aux besoins de cette population additionnelle. Donc, quand cela n'est pas fait, il y a problème. Je prends l'exemple de la circulation à Bamako ici. Nous savons tous qu'il y a la congestion partout. Mais pour se déplacer à Bamako, ce n'est plus quitter d'un quartier à un quartier. Moi, je dirais que c'est effectuer un petit voyage. Vous pouvez quitter à domicile avant d'arriver au service. Vous faites pratiquement 2 heures de temps dans la circulation. Vous voulez dire que vous avez voyagé pour être ici dans nos studios? Oui, j'ai voyagé. Donc, ça fait que non seulement vous prenez trop de temps dans les déplacements, et plus le temps de déplacement augmente, plus les frais de déplacement augmentent et le temps de travail diminue. Parce que vous devez arriver au service à 8 heures. À cause de la congestion, vous arrivez à 9 heures. Déjà, vous n'allez pas faire 8 heures de travail. Donc, et vous êtes moins productif parce que vous avez perdu beaucoup d'énergie dans la circulation. Est-ce que par là, vous voulez faire un lien entre, c'est-à-dire le développement économique d'une ville, c'est-à-dire le parallèle entre le développement économique d'une ville et l'urbanisation? Est-ce que ces deux phénomènes-là sont liés? C'est lié parce que l'urbanisme traite un peu de tout. C'est un domaine carrefour. L'urbanisme s'intéresse à la démographie, à la sociologie et également à l'environnement, au patrimoine et tout ce qui va avec. Donc, lors des projets urbains, c'est tous ces domaines-là, c'est tous les spécialistes de ces domaines-là qui doivent intervenir pour faire un projet qui peut répondre aux besoins de tout le monde. Donc, c'est effectivement un aspect qui compte beaucoup dans l'urbanisation. Vous parlez d'un aspect sociologique et si on peut se permettre de faire le lien du fait que, en regardant les populations de Bamako, on a l'impression que c'est vraiment des gens qui, la majorité des personnes, des habitants, comme si c'est le désordre qui les arrange. Est-ce qu'on peut dire sur un aspect sociologique, en fait, les gens veulent être dans ces toyi-boyi-là? Est-ce qu'on peut, on imagine sur le plan sociologique? Parce que c'est ce qu'on voit, on constate. Parce qu'on se souvient, pour en finir, de l'opération Amikan qui avait mis de l'ordre, mais juste après, les gens se plaisent à s'installer d'une manière désordonnée dans la ville. Justement, c'est pourquoi moi je dis que nous avons tous une part à jouer pour le développement de la ville. Pas seulement de Bamako, mais de toutes nos villes. Ce n'est pas seulement l'État ou les acteurs urbains. La population joue un grand rôle. Parce que les gens ne veulent pas respecter les normes urbanistiques. Oui. Souvent, on dit que non, c'est le coût qui est cher. Souvent, on dit que ça ne nous arrange pas. Tout comme je l'ai dit, le fait que tout le monde veut venir à Bamako, ça a créé beaucoup d'emplois informels. Et c'est dans cet informel-là qu'on se trouve dans l'occupation anarchique des voies et des zones non aedificantes et bien d'autres. Oui. Donc, il est quand même temps que chacun prenne conscience que c'est ensemble que nous pouvons aménager la ville. Ce n'est pas seulement l'affaire des acteurs urbains, c'est l'affaire de tous. Parlant d'acteurs urbains, vous l'avez évoqué, vous continuez à l'évoquer, acteurs urbains. Je veux savoir, le traçage du schéma d'urbanisation, ça relève de qui précisément? Est-ce de la mairie, du gouvernorat ou bien de l'État? Qui doit faire quoi?
Parce qu'il faut constituer les responsabilités. L'élaboration du schéma, d'abord il faut dire que le schéma directeur est élaboré pour une ville. L'élaboration, donc, c'est initié par le gouvernorat. Oui. Le schéma directeur est élaboré pour une ville. Donc, il y a pas mal d'acteurs qui interviennent. Il y a les urbanistes qui interviennent, il y a les démographes, les sociologues, les environnementalistes et bien d'autres spécialistes qui interviennent pour l'élaboration du schéma directeur. Ce n'est pas l'urbaniste à lui seul qui intervient. Donc, à ce niveau, le schéma directeur d'urbanisation du Bamako, c'est caduc. Maintenant, qui doit en fait essayer de mettre en jour ces schémas-là, à votre avis? Ou qui doit le faire? Où se trouve le blocage? Bon, pour mettre le schéma directeur de Bamako à jour, c'est d'abord, ça doit être initié d'abord par les autorités compétentes. Donc, ici, au niveau du district, déjà, au niveau du gouvernorat, ça doit être initié au niveau du gouvernorat et ainsi de suite à travers les ministères, le ministère de l'urbanisme, la direction nationale de l'urbanisme. Donc, voilà, l'élaboration se fait. Okay. On lance un appel d'offres et on donne l'élaboration à des bureaux d'études, voilà, à des bureaux d'études agréés, voilà, pour le faire. Vous parliez tantôt de circulation. Aujourd'hui, se déplacer à Bamako, c'est vraiment un parcours de combattant. À ce niveau, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ce sont l'étroitesse de nos routes ou bien la population dépasse c'est-à-dire les usagers de la route, le nombre d'usagers de la route dépasse en fait la capacité de la route. Où se trouve le problème? Bon, le problème, il est énorme. Oui. Parce qu'il faut d'abord dire qu'il y a un problème d'aménagement sur nos voies. Il y a des voies même, moi-même je me demande la nature de la voie. Je ne sais pas si c'est en bitume ou si c'est en terre, parce que c'est mélangé. Oui. Et lorsqu'il pleut, vous ne voyez plus le bitume. C'est l'eau qui se trouve au beau milieu même de la voie. Donc ça veut dire qu'il y a un problème d'aménagement. Bon, à côté de ce problème d'aménagement aussi, il y a le fait que nos voies ne sont pas larges. Nos voies ne sont pas du tout larges. Parce que déjà, dans le lotissement, nous avons 52% qui est réservé, 52% de la superficie qui est réservée à l'habitation et 48% qui est réservé aux équipements. Et quand on dit équipement, il y a équipements de superstructure et d'infrastructure. La voirie fait partie des équipements d'infrastructure. Mais il se trouve que les gens viennent encore occuper anarchiquement le long de ces voies-là. Donc, ça fait que la voie diminue encore plus. Et le peu qui reste n'est pas encore aménagé. Donc, ça accentue le problème. Est-ce que vous avez un chiffre à ce niveau concernant Bamako? 52% qui doit être réservé aux habitations, si je ne m'abuse? Non, ça c'est le lotissement de manière générale. Selon la norme, la réglementation, non, pas internationale, mais la réglementation en vigueur au Mali. Oui. Parce que ça dépend de chaque pays. Voilà, donc... mais quel est le pourcentage dans les faits, pas ce qui est recommandé, mais dans les faits, est-ce que le pourcentage est réservé à tout ce qui concerne les routes et autres là? Est-ce que c'est respecté? Est-ce que la norme réelle, c'est quoi? C'est combien? Bon, comme je l'ai dit, il n'y a pas forcément de normes réelles en fonction... il n'y a pas forcément de normes réelles par rapport aux habitations et aux équipements. Ça dépend de chaque pays. Par exemple, au Togo, nous avons 50% habitations, 50% équipements. Oui. Bon, je ne sais pas si c'est la bonne formule, mais en tout cas, j'ai constaté que là-bas, les voies sont quand même plus étroites. Oui. Voilà. Donc, au Mali, comme je l'ai dit, les 48% qui sont réservés aux équipements, pas seulement à la voirie, oui. C'est tous les équipements, mais la voirie en fait partie. Donc, je ne saurais me prononcer dessus si c'est réellement oui. respecté sur le terrain. Oui, oui. Non, on suppose que ce n'est pas respecté vu que déjà c'est difficile de se déplacer dans la ville. Et maintenant, à ce niveau, vu que déjà les parties réservées à tout ce qui concerne voies et autres, nous constatons qu'il y a la spéculation foncière qui parfois occupe ces espaces-là. Est-ce qu'à ce niveau aussi, c'est-à-dire l'insécurité foncière, la spéculation foncière n'est pas aussi à la base de l'urbanisation anarchique de la ville? Bon, il y a la spéculation foncière qui est également une cause de l'urbanisation anarchique, tout ça.
Mais tout ce problème, moi, je dirais d'abord que c'est dû au fait que c'est la planification qui doit précéder l'urbanisation. Mais dans nos villes, nous constatons que c'est l'urbanisation d'abord qui précède. Parce qu'une ville doit d'abord être planifiée avant d'être habitée. Oui. Donc, pour ce qui est de la spéculation foncière, c'est un problème réel, c'est un problème qui est là. Et j'espère que dans les jours à venir, on pourra trouver une solution à cela. Vous parlez de planification. Voilà. Est-ce que vous pouvez un peu approfondir cet aspect pour nos téléspectateurs? Planification, comment, qu'est-ce qui doit être planifié? D'accord. La planification urbaine, il s'agit de prévoir l'évolution de la ville, que ce soit sur le plan social, économique, démographique, culturel. Il s'agit de planifier l'évolution d'une ville sur une période donnée. C'est ça la planification. Ça doit être fait par les urbanistes ou... Oui, ça doit être fait par les urbanistes. Je l'ai dit d'entrée de jeu, le schéma directeur, par exemple, c'est un document de planification. C'est d'ailleurs le premier document de planification urbaine au Mali ici. Donc vous allez voir que dans ces documents, il y a tous les domaines qui sont traités dedans. Voilà, tout ce qui peut contribuer à l'évolution harmonieuse et cohérente de la ville, c'est ce qui est évoqué dans les documents de planification. Et lorsqu'il y a des contraintes naturelles ou autres aussi, cela est prévu. Les servitudes et autres sont également précisées dedans. Ça aussi, c'est un problème parce que les gens ne veulent pas aussi respecter les servitudes. Et aussi, il y a un problème qui entraîne aussi l'urbanisation anarchique, c'est que l'application non effective de ces documents de planification. Par exemple, ces documents de planification fixent la vocation des terres. Mais vous allez voir, à chaque fois, il y a des vocations qui ne sont pas respectées, il y a des changements de vocation. Le document de planification interdit l'habitation d'une zone parce que la zone est non constructible, mais les gens vont aller habiter là-bas. Et après, c'est des inondations qui font des dégâts. Donc, l'application des documents de planification reste aussi vraiment un lourd défi à relever pour l'évolution harmonieuse de nos villes. Ça veut dire qu'aussi ce côté qui fait référence un peu à la corruption, à l'illégalité aussi vous complique la tâche à vous, urbanistes. Parce que des parties, les servitudes quand même sont pas réservées pour construire. Donc s'ils sont construits, en général, vous trouverez que peut-être qu'il y a... ces personnes sont passées par des voies illégales pour pouvoir le faire. Donc cela aussi joue en votre défaveur dans votre métier. Oui. N'est-ce pas? Oui, effectivement. Okay. Déjà, parlant toujours d'urbanisme, nous avons vu qu'aussi Bamako, à chaque fois qu'il pleut, nos caniveaux n'arrivent pas à contenir les eaux de ruissellement. À ce niveau, est-ce que en fait, c'est l'étroitesse des caniveaux ou bien c'est du fait que les caniveaux ne sont pas curés comme il le faut? Le problème se situe où? Bon, le problème se situe d'abord au niveau du fait que les caniveaux ne sont pas curés régulièrement, ou bien on attend la saison des pluies pour curer les caniveaux. Ça doit être en amont. Il y a également l'incivisme aussi, parce que beaucoup pensent que les caniveaux, c'est un dépotoir. Donc les gens viennent de verser les déchets là-bas, ça fait que les déchets solides là-bas, ça fait que les caniveaux sont bouchés. Quand les caniveaux sont bouchés, l'eau ne peut plus aller. Donc c'est un peu de tout ça. Okay. Est-ce que, parlant de caniveaux, de déchets, est-ce que dans le plan d'urbanisation, vous prévoyez des zones aussi où on doit amener les déchets, où les déchets doivent être aménagés, triés? Parce que aussi nous constatons dans la ville de Bamako, les déchets sont traînés de partout. Il y a aussi des espaces même qui ne sont pas loin des zones d'habitation qui sont utilisées pour être des dépotoirs. À ce niveau, est-ce que dans un plan, dans un schéma, est-ce que cela aussi est réfléchi? Qu'est-ce qui doit être fait à ce niveau? Est-ce que c'est fait normalement ici? D'accord. Bon, la gestion des déchets, effectivement, c'est un aspect qui est traité dans les schémas directeurs ou dans tout autre projet urbain. Parce que, voilà, les déchets, que ce soit liquides ou solides, doivent être traités de manière durable et à ne pas polluer l'environnement et les cadres de vie. Pour le cas de Bamako, il y a le fait que les gens déversent des ordures un peu partout. Il y a des dépotoirs qui sont proliférés un peu partout, des dépotoirs non réglementés. Et même la décharge finale aussi qui est là, on part mettre les ordures là-bas seulement. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'autre projet pour ces ordures-là. On vient ramasser, on part les mettre quelque part là ou on part mettre là. Ça pollue cet environnement. Donc c'est comme si le problème n'est pas encore résolu. Et à cela aussi s'ajoute le fait qu'il y a beaucoup de ménages qui ne sont même pas abonnés au service de collecte des ordures. Donc voilà, les gens ne mettent pas l'aménagement urbain au centre de leurs intérêts. Alors que c'est cela qui amène beaucoup de problèmes
dans nos villes, beaucoup de problèmes que nous pouvons éviter, bien sûr. Oui. C'est là du fait que les gens n'en font pas une préoccupation. Est-ce que vous aussi, à votre niveau, au niveau de l'ordre des urbanistes, est-ce que vous arrive parfois de vous indigner, de taper la main sur la table? Parce qu'en réalité aussi, ça doit relever de vous pour que les choses puissent marcher comme il le faut. Est-ce que vous faites des choses au niveau, je ne sais pas si vous êtes dans le bureau, hein, mais je me demande, est-ce que l'ordre des urbanistes font des choses par rapport à cela? D'accord. Bon, pour répondre à la question, d'abord, j'aimerais préciser que je n'ai pas encore intégré l'ordre des urbanistes du Mali. Mais il faut préciser que pour tout urbaniste, l'aménagement urbain doit être une priorité. Donc, naturellement, dans les propositions de l'ordre, il doit y avoir quand même des points sur la question de déchets. Et vous, déjà, à votre niveau, je vais vous demander, est-ce que c'est possible de revoir aujourd'hui le schéma d'urbanisation de Bamako, c'est-à-dire, par exemple, en essayant de tracer, faire des tracés concernant des routes, essayer de... C'est compliqué déjà parce qu'il y a des constructions un peu partout, mais est-ce que c'est possible encore de revoir ça pour que les gens puissent vraiment être à l'aise dans la circulation, être à l'aise dans leur quartier, pour que l'air puisse circuler comme il faut? Est-ce qu'encore c'est possible de revoir tout ça? D'accord. Bon, déjà, moi, dans ma tête, tout est possible à celui qui veut. Oui. Donc, ça veut dire que c'est bel et bien possible de soigner l'image de la capitale malienne. Oui. Mais pour cela, il va falloir faire un sacrifice. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, c'est l'affaire de nous tous. Souvent, les gens s'asseyent pour dire que c'est l'État qui doit faire ci, c'est l'État qui doit faire ça. Mais attention, nous devons tous faire quelque chose parce que l'État, c'est aussi nous. Oui. Chacun peut faire quelque chose à son niveau. Que chacun prenne soin d'abord de la devanture de sa maison, de son îlot et après de son quartier. Et comme ça, nous allons prendre ensemble soin de l'image de la ville et du pays. Donc, c'est un peu comme ça. Quel que soit le niveau de l'échelle, il faut faire quelque chose pour améliorer son cadre de vie. Ce n'est rien faire qui est fatal. Vous dites qu'il faut un sacrifice. Oui. C'est quoi déjà ce sacrifice qui doit être fait pour que les choses puissent revenir dans les normes qu'il faut? Ce sacrifice, c'est d'abord que chacun accepte de rester dans les normes urbanistiques. Vous allez voir aujourd'hui ceux qui ont occupé des endroits illégalement, lorsque vous voulez les déguerpir, c'est un problème. Vous avez déjà mentionné ici l'opération Amikan, la fameuse opération qui a fait parler plusieurs personnes. Mais et pourtant, nous avons quand même vu ce que cela avait amené. Ça avait quand même soigné un peu l'image de la ville. Il y avait moins d'encombrement. Donc, c'est pourquoi je parle de sacrifice. Parce qu'il ne faut pas dire que, il faut aménager. Maintenant, moi, quand ça me concerne, là, je ne veux plus aménager. Là, ce n'est pas bon. Même quand ça nous concerne, on doit accepter de faire le sacrifice pour le bien-être commun. Oui. Donc, c'est possible encore de casser des choses ici à Bamako. Parce qu'il faut, ne mangez pas votre piment dans ma bouche. Non, mais quand même, on ne peut pas revoir tout cela si on ne casse pas. Donc, vous allez convenir avec moi qu'il faut ça. En tout cas, je suis sûre qu'on peut encore aménager. On peut encore aménager. Oui, s'il y a la volonté, on peut encore aménager. Maintenant, casser, je ne veux pas parler de ça. Ok, très bien, elle ne veut pas parler de ça. Et maintenant, déjà, à votre niveau, vous avez été lauréate de plusieurs concours d'urbanisme. Est-ce que vous pouvez peut-être les évoquer ici au Mali ou bien au Togo? D'accord. Bon, ce n'était pas des concours d'urbanisme. Les prix étaient d'abord au niveau du premier cycle, du second cycle. Okay. J'ai eu à remporter des prix là-bas, que ce soit des concours de dictée, de lecture, de rédaction. Maintenant, les prix remportés au Togo, c'est le concours national d'art oratoire au féminin. Je dois avouer que je suis passionnée d'art oratoire, de la rhétorique, et tout ce qui va avec. Donc, la rhétorique et aussi l'urbanisme, il y a un lien Oui, il y a un lien, mais je ne veux pas dire que c'est l'urbanisme qui m'a conduit à ça. Oui, il y a un lien. Je ne veux pas dire que c'est l'urbanisme qui m'a forcément conduite à ça. L'art oratoire, c'est d'abord une passion. Parce que j'aime convaincre, informer, sensibiliser, défendre des projets et autres, même si ce n'est pas des projets d'urbanisme. Donc j'aimais tout ce qui est prise de parole et convaincre tout ça. Donc c'est des choses que j'aimais déjà naturellement.
Maintenant, le lien avec l'urbanisme est qu'en tant qu'urbaniste, je suis appelée à défendre des projets devant des personnes. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, l'oratoire peut être un plus. Je pense que vous allez être prête demain si on vous demandait de venir défendre un projet d'urbanisation de Bamako devant le maire. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui. Déjà, à ce niveau, est-ce que vous avez un projet pareil pour la ville de Bamako? Oui, j'ai un projet. Le projet, ça va dans le sens des déchets. Je pense qu'on a eu à parler de déchets. C'est le fait de pouvoir donner une seconde vie aux déchets et qui profitent à tous. Oui. Voilà, comme je l'ai dit, nous avons les décharges. Au niveau de la décharge finale, les déchets sont seulement là-bas. Donc, le projet, c'est peut-être un centre de valorisation, un centre de traitement et de valorisation des déchets pour pouvoir transformer les déchets en autre chose. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les déchets. On peut les valoriser pour faire des ustensiles en plastique, pour faire même du carburant, on peut le faire avec les déchets. Donc, ça fait tourner l'économie circulaire au fait. Voilà. C'est la promotion de l'économie circulaire. Il ne s'agit pas seulement de consommer et de jeter, mais consommer et recycler pour être encore réutilisé. Le projet, c'est au niveau de l'écriture, ou bien c'est déjà écrit ça? Est-ce que vous avez tenté peut-être d'avoir des financements pour ça, ou bien c'est à quel niveau? Non, pas encore. C'est un projet que j'ai commencé à écrire, mais voilà. Ce n'est pas finalisé? Non. Donc, à ce niveau, déjà, est-ce que les perspectives avec le projet que vous avez, est-ce que dans les perspectives, la ville de Bamako pourra se débarrasser? Parce que la ville de Bamako est sous les déchets, il faut le dire. Oui. Maintenant, est-ce qu'avec ces projets, il y a une possibilité vraiment de revoir tout ça à la baisse? Bon. Peut-être pas vous seulement, mais avec d'autres personnes aussi qui vont peut-être certainement s'investir comme vous dans le domaine. Bon, je ne veux pas être débarrassée tout de suite, mais au fur et à mesure quand même, je pense que ça peut aller. Ok. Voilà. Il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir en tout cas, il y a de l'espoir. Et en voyant les villes, je sais que vous avez fait d'autres grandes villes de l'Afrique. En voyant les villes comme Abidjan, comme Kigali et en voyant Bamako, est-ce qu'il y a une comparaison à faire? Bon, je ne vais pas forcément me prononcer sur Abidjan et Kigali. Je n'y ai pas été. Mais bon, Abidjan, à travers les images et trucs que je vois, même Kigali, peut-être à travers les images que je vois. Donc sinon, je n'ai pas été là-bas. Mais je peux plus parler de Lomé, au Togo. Parce que là, j'ai été là-bas, j'y ai séjourné. Donc, il faut dire quand même que, il y a plus d'aménagement au niveau de la voirie, des caniveaux et autres. Donc, c'est le constat que j'ai eu à faire. Les voies sont plus larges et aménagées. Il y a moins de congestion. Et concernant aussi le côté salubrité, on ne jette pas les déchets n'importe comment. Donc, même au niveau des poteaux, vous allez, le long de la voie, au niveau des poteaux, vous allez voir qu'il y a des poubelles qui sont accrochées, donc, pour qu'on puisse mettre les ordures dedans. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu ça. On s'achemine vers la fin de l'émission. Je vais vous demander, pour que vous avez vécu au Togo, à Lomé précisément. Maintenant, pour que le Mali puisse vraiment, Bamako précisément, puisse vraiment avoir des infrastructures pareilles, des comportements pareils, qu'est-ce qu'il faut, selon vous? Qu'est-ce qu'on doit faire? D'accord, bon, je vais peut-être donner les solutions de manière générale, pas pour atteindre le niveau du Togo. Peut-être on peut dépasser. N'est-ce pas? Oui, parce qu'il faut toujours voir loin. Donc, je vais donner les solutions de manière générale, pas seulement pour Bamako, mais peut-être pour toutes nos villes déjà. D'abord, mes solutions seront en deux volets. Le volet qui concerne l'État et les acteurs urbains. À ce niveau, j'aimerais quand même qu'il y ait plus de rigueur dans le suivi des projets urbains. Et également qu'on puisse mettre nos documents de planification à jour, veiller à leur application effective sur le terrain pour qu'il n'y ait pas de changements de vocation et autres. Et également immatriculer les réserves foncières parce que nous constatons qu'il y a des réserves de l'État qui sont occupées anarchiquement.
Donc, il va falloir les immatriculer pour éviter cela. Donc, aussi, veiller à ce qu'il y ait la viabilisation avant que les gens ne viennent habiter les différents quartiers. Donc, ça, je pense que c'est des actions qu'il faut mener quand même au niveau des acteurs urbains. Et également que les acteurs urbains aussi se préoccupent plus de l'aménagement que de peut-être du côté financier. Justement, parlant du côté financier, est-ce qu'il faut être forcément un État riche ou bien une ville riche pour vraiment avoir une urbanisation dans les normes internationales? Est-ce qu'il faut être un pays riche en fait? Bon, pas forcément être un pays riche, oui, mais être un pays qui se préoccupe du devenir de ses villes. oui. Parce que ça peut éviter d'autres problèmes en fait. Ça peut éviter, par exemple, le problème d'inondation que je viens de souligner. Lorsqu'il y a inondation, il y a les dégâts. On court par-ci, par-là pour venir au secours, pour faire des dons de, voilà, je sais pas, des bidons d'huile, des sacs de riz et autres. Mais ce n'est pas la solution à l'urbanisation. Je suis d'accord, il y a des gens qui ont été victimes d'inondation, il faut les soutenir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que la même chose se répète? Parce que si vous voyez à Bamako ici, chaque année, pas seulement à Bamako, même dans d'autres villes du pays, chaque année, c'est les inondations et c'est les mêmes personnes souvent qui sont inondées à chaque fois. Mais tu as été inondé cette année. Quand la saison des pluies finit, tu retournes encore là-bas. Et tu n'as rien fait, tu n'as pas aménagé, tu n'as pas pris d'autres dispositions, tu y retournes encore là-bas. Donc, est-ce que toi, tu ne t'attends pas encore à une autre inondation l'année prochaine? Donc, est-ce que vous êtes David, est-ce qu'un urbaniste est d'accord que l'inondation, c'est la faute à Dieu? C'est Dieu qui a voulu. Il ne faut pas qu'on mette tout sur Dieu. Hein. Il y a des choses là, c'est nous-mêmes. Il y a des gens, ils savent que, voilà, par exemple, quelqu'un qui part construire dans le lit d'un cours d'eau. Oui. Bon, quand ce dernier est inondé quand même, il ne doit pas dire que c'est Dieu. En tout cas, selon moi, il ne doit pas dire que c'est Dieu parce que le lit d'un cours d'eau n'est pas quand même un endroit habité. On n'a pas besoin d'être urbaniste au fait pour comprendre cela. Donc, il y a des choses que les gens font. On n'a pas forcément besoin d'être spécialiste de quoi que ce soit. Il y a des endroits, quand on te donne, franchement, il ne s'agit pas... C'est vrai, tout le monde veut avoir sa maison et c'est important d'ailleurs. Mais il ne faut pas le faire à tout prix, quoi. Sinon, après, c'est pour ramasser les pots cassés et ça ne nous arrange pas. Et on est pratiquement à la fin. Une dernière question. Donc, si vous permettez, les solutions, je voulais donner le deuxième volet, ce qui nous concerne, nous, population. Donc, c'est d'appeler la population à une prise de conscience, que chacun se préoccupe de son cadre de vie, que nous n'entendons pas forcément l'État, que nous faisons ce qu'on peut faire à notre niveau pour améliorer, pour faire bouger les choses. Parce que lorsqu'il y a problème, c'est d'abord nous qui sommes concernés. Donc, il ne faut pas aussi que certains profitent de leur position sociale pour être partisans des projets compromettant le bien-être commun. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose à éviter. Vous voulez parler des spéculateurs fonciers? Pas seulement, mais je pense que le message est passé. Okay. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même un fait qui est là et je pense que le message est passé. Okay. Donc, c'est ensemble que nous allons relever les défis. Voilà. Ensemble, nous allons relever les défis. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a de l'espoir pour voir une ville Bamako coquette dans les jours à venir? Bien sûr, bien sûr. Déjà, moi, mon rêve, de passer de Bamako la poubelle à Bamako la belle. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui veulent aussi soigner l'image de la capitale. Et voilà, je sais qu'il y a l'espoir. Et ça va aller. Ça va aller. Il y a de l'espoir pour vous passer, pour que Bamako passe de la ville poubelle à la ville coquette. Oui. Ok, très bien. Ça va être le mot de la fin. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, notre invitée était mademoiselle Zainabou Boudjara. Elle est urbaniste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Chers téléspectateurs, merci aussi à vous de nous avoir suivis. À très vite sur la première chaîne d'info du Mali. Au revoir.